Il me semble que c'est le moment aujourd'hui d'avoir une vraie vision au niveau du Conseil sur les avantages qu'il y a à soutenir la transition énergétique, y compris des pays européens les moins avancés en termes de décarbonation. Tout le monde n'a pas les mêmes points de départ et c'est pour ça que cette question de la solidarité, elle est vraiment au cœur de cette question de la transition, dans le Bonjour à sens où toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième séance de notre cycle webinaire sur les grands enjeux des élections européennes qui s'approchent. Donc, pour rappel, c'est un cycle organisé autour du dernier numéro de la revue L'économie politique, dont vous voyez la couverture sur vos écrans. Quelle Europe face au désordre mondial? Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen et donc accessoirement rédacteur en chef de l'économie politique, qui est une revue trimestrielle qui est publiée en commun par l'Institut Veblen et nos amis du magazine Alternatives économiques. Et donc cette revue, si elle vous intéresse, elle est disponible sur la plateforme Cairn, en librairie et sur le site d'Alternatives économiques. Donc je propose donc d'animer notre séance aujourd'hui qui sera consacrée à la transition énergétique et à ce qu'on appelle l'Europe de l'énergie. Et je remercie nos trois intervenants d'avoir accepté notre invitation. Nous avons donc avec nous trois experts des questions de l'énergie, et à la fois des experts des questions de l'énergie en général et des questions des politiques énergétiques européennes en particulier. Donc Patrice Geffron, qui est économiste et professeur à l'Université Paris-Dauphine, et auteur d'un article justement dans le numéro dont je viens de parler, et d'un article qui pose la question, faut-il relancer ou réinventer l'Europe de l'énergie? C'est sans doute la question qui va planer au-dessus de notre débat. Et bon, parmi ces nombreuses casquettes, Patrice est membre du Cercle des économistes, mais il est aussi membre de notre collège d'experts à l'Institut Veblen. Camille Defar, ensuite, qui est chef de centre d'énergie à l'Institut Jacques Delors, et auteur d'un rapport, enfin, on est auteur de nombreuses publications sur la question énergétique, mais notamment d'un rapport qui s'appelle L'Union de l'énergie 2.0 et qui a été publié par l'Institut Jacques Delors récemment, à la fin de l'année 2023. Et last but not least, Adel El Gamal, qui est secrétaire général de European Energy Research Alliance, basé à Bruxelles, donc qui est par ailleurs professeur de géopolitique de l'énergie, voilà une précision importante, à l'Université libre de Bruxelles. Je ne vais pas faire de longues introductions, simplement, si vous n'avez pas pu suivre les séances précédentes, donc qui ont été consacrées au pacte vert et ensuite aux matériaux critiques, vous pouvez les retrouver sur notre site. C'est donc un format court, mais je rappelle simplement que l'idée de chaque séance du cycle est d'éclairer un enjeu qui nous paraît important des politiques européennes, ce qui a été fait pendant le mandat qui s'achève, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été mal fait ou bien fait, et surtout quelles sont les priorités pour le mandat suivant. Donc c'est pour ainsi dire notre contribution au débat sur l'avenir du projet européen. Et c'est un débat important à mener dans les contextes actuels. Je pense que chacun de nous en est convaincu. Chacun de nos trois intervenants pourra s'exprimer à la fois sur l'aspect du bilan des réformes, où on est l'Europe de l'énergie, mais aussi proposera des pistes pour aller plus loin. Et la dernière chose, c'est que le titre de la séance que nous avons préparée peut sembler très ambitieux. Comment avancer vers une Europe de l'énergie solidaire? Alors, on avait mis ce qualificatif de solidaire pour signaler deux dimensions importantes de ce qui se passe aujourd'hui, la transition énergétique, qui est quand même naturellement créatrice d'inégalités. Et donc, ces inégalités s'expriment à l'intérieur de chaque État membre. Donc, c'est tout le débat sur la transition juste, sur comment soutenir les catégories vulnérables. Mais c'est aussi une question qui concerne les relations entre les États eux-mêmes au sein de l'Union européenne. Parce que les objectifs climatiques et les objectifs énergétiques sont communs à toute l'Union européenne, mais les États restent très inégaux face aux défis des transitions. Et dans l'article dans l'économie politique, justement, Patrice Geffron pointait tous les risques d'une concurrence intra-européenne accrue, que ce soit via prix de l'électricité, via le mix énergétique. Je propose donc à nos trois intervenants la question suivante. À vos yeux, l'Union européenne peut-elle faire plus qu'elle ne fait déjà pour créer des conditions d'une transition énergétique plus, disons, coopérative et moins créatrice d'inégalités? Dans les deux sens du terme, je vous laisse choisir de vous focaliser sur la dimension intra-étatique ou interétatique, comme vous le préférez. Voilà pour la petite introduction. Je propose donc de donner la parole à Patrice. Donc Patrice, la parole est à vous.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors déjà, l'invitation à contribuer à cette revue et puis par ailleurs à assurer le service après-vente de la revue dans le cadre de ce séminaire. Moi, je suis particulièrement heureux. J'appartiens à une université qui est très ouverte sur l'Europe, hein. Pour commencer par une observation personnelle, ma voisine de droite dans l'endroit où se trouve mon laboratoire est italienne. Mon voisin d'en face, qui est professeur également, est allemand. Et mon voisin de droite nous a rejoint après un long séjour en Irlande. Donc, je me sens dans un environnement très européen avec ce que ça peut supposer de diversité de palabres et de discussions. Par ailleurs, j'ai accepté avec grande joie le fait de participer à cette discussion, notamment au regard de ce qui est le dernier terme du titre, à savoir la solidarité, question à laquelle je suis particulièrement sensible et puis qui plane aussi sur l'Institut Veblen, hein, dont c'est évidemment une des dimensions clés. J'y suis personnellement particulièrement sensible parce que j'ai fait partie du petit groupe d'experts qui, pendant plus d'un an, a accompagné la Convention citoyenne pour le climat en France, qui a été une expérience extrêmement intéressante, troublante de l'intérieur, et qui montre à quel point finalement ce qu'on appelle usuellement la transition énergétique, en fait, très profondément est un changement de société. Et finalement, dès lors qu'on va produire, transporter, distribuer différemment de l'énergie, mais également la consommer différemment dans des environnements plus efficaces et sous contrainte probablement de sobriété, et qu'on veut, la mobilité va se transformer et que les industries vont devoir se transformer, en fait, on va vers des sociétés qui sont bouleversées. On va devoir faire ça en l'espace de quelques années et les options, enfin les obligations qu'on s'est données, nous, Européens, à 2030, sont de fait drastiques. Le point de départ de ce que j'ai à partager avec vous, il est que dès lors que nous qui sommes encore pour quelque temps, et espérons-le après les élections à venir, des démocraties, les conditions dans lesquelles se transforment des sociétés démocratiques aussi complexes et qui ont décidé de vivre ensemble, eh bien, vont au-delà de la problématique de la transition énergétique qui peut présenter un caractère un peu étroit. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on se transforme collectivement sous des contraintes qui sont apparues ces derniers temps et comment est-ce qu'on le fait au sortir de tout ça en restant un bel agglomérat de démocratie complexe. Donc ça fait un cahier des charges qui n'est pas simple. Alors face à cette complexité, j'ai décidé de vous parler de manière très à la hache en quelque sorte autour de trois questions: pourquoi, comment et combien. Donc premièrement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette transition? Il me semble qu'au travers de ce qui s'est passé ces dernières années, et singulièrement depuis 2022, la question du pourquoi s'est un peu transformée. Au début de ce siècle, nous avons décidé d'être les premiers à nous engager dans l'invention de sociétés décarbonées. Et on l'a fait pour toute une série de raisons, mais parmi ces raisons, il y avait notamment la responsabilité historique qui est liée au fait qu'on est, voilà, à nouveau un agglomérat de vieux pays qui ont tous comme caractéristique d'avoir été historiquement les premiers émergents au XIXe siècle. Et donc, ce faisant, on a mis en avant ce qu'était notre responsabilité historique parmi les déterminants de ce qui allait devenir l'objectif de net zéro en 2030, mais en 2050, pardon. Mais ce qui planait sur les débats à ce moment-là, c'était notamment cette obligation et l'obligation de l'Europe, phare du monde, à l'égard du monde. Cette obligation, me semble-t-il, nous incombe toujours, notamment parce qu'une partie du CO2 qu'on a émis à l'ère victorienne pèse encore aujourd'hui sur les contraintes environnementales et sur la saturation de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Mais foncièrement, ce qu'on a découvert depuis quelques années, c'est que nous sommes, pour les mêmes raisons, très largement inadaptés aux tensions d'un monde fossile. C'est ce que nous a rappelé notre ami Vladimir, avec toutes les guillemets d'usage. Il s'est avéré que ces vieux pays émergents, ayant brûlé la quasi-totalité de leur pétrole, de leur gaz et pour différentes raisons, ne souhaitant plus utiliser leur charbon et en toute hypothèse n'en ayant pas suffisamment, eh bien, il s'avère que nous devons faire cette transition avant tout et également pour nous-mêmes, pour des questions qui relèvent de la sécurité d'approvisionnement. Et c'est ce qui nous a été rappelé très très brutalement par la guerre, le retour de la guerre à nos portes en 2022, le fait qu'on soit coupé du premier fournisseur de fossiles de gaz, ça a été dit suffisamment
mais également du premier fournisseur de pétrole et du premier fournisseur de charbon, même si c'est plus accessoire, a été évidemment une rupture. On peut se féliciter, nous sommes en 2024, d'être toujours là, alors qu'on a traversé tout de même une année 2022 qui a été particulièrement difficile. Mais tout ça s'est fait au prix de coûts collectifs très très élevés, de telle manière à déconnecter le prix de gros du prix de détail sur les marchés énergétiques. Et Bruegel, par exemple, le think tank bruxellois, basé à Bruxelles, nous indique que les coûts pour la collectivité européenne, si on inclut pour les besoins de ce calcul les Britanniques, ont été à peu près de 700 milliards d'euros. Donc, à l'évidence, on est en présence là d'un fusil à un coup qu'on ne peut pas se permettre de reproduire, en tout cas pas dans toutes les économies européennes et certainement pas dans le cas de la France. Et il faut bien comprendre que cette fragilité qui s'est révélée et l'obligation qui a été faite aux États d'intervenir en tant qu'assurant en dernier ressort n'est pas soutenable. Et avec évidemment un effet de traîne qui est de nous condamner à vivre probablement dans la zone du monde qui, pour à peu près toutes les molécules, aura les coûts de sourcing les plus élevés, y compris pour les électrons. Et donc ça, c'est un facteur qui est un facteur déterminant. Si on veut tourner ça de manière positive, on peut dire que on a souhaité avoir un prix du CO2 et des prix énergétiques qui soient cohérents avec la transition. Grâce à Vladimir, nous les avons. Alors nous les avons évidemment sous réserve de continuité dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui n'est pas garanti, notamment sur le gaz naturel. Et puis ce que nous avons également découvert, et qui est le dernier élément relatif au pourquoi, c'est qu'évidemment c'est un monde dans lequel des formes de commerce entre amis se sont développées. Vous savez, vous connaissez probablement cette idée mise en avant, notamment par Janet Yellen aux États-Unis, à la tête du Trésor, l'idée que voilà, les chocs intervenus ces dernières années pouvaient conduire à organiser différemment la globalisation plutôt au travers d'échanges entre amis, des amis étant eh bien, des États partageant suffisamment de valeurs et de règles de droit de telle manière à pouvoir commercer avec suffisamment de garanties dans ces domaines. Avec un tout petit peu de recul aujourd'hui en 2024, on peut se dire que la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amis. Donc en tout cas, première observation qui doit nous déterminer également dans le pourquoi, les amis ne nous vendent pas le gaz à prix d'amis, même les Norvégiens qui sont très sympathiques et ont fait beaucoup d'efforts pour assurer une continuité d'approvisionnement et pour rehausser les flux vers l'Europe, mais de fait, ça s'est fait à des prix qui n'étaient pas des prix d'amis. Et du côté des États-Unis, qui ont fait partie également, en l'occurrence, de nos amis, il s'avère que dans le même temps, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, est de fait une mesure qui a des effets collatéraux probablement assez violents et durables et qui ne relève pas de relations amicales et faires en matière commerciale. Et si par mégarde, Donald Trump devait revenir au pouvoir, à n'en pas douter, il est assez plausible que le gaz pourrait faire partie d'éléments de pression sur l'Europe. Ce qu'on a entrevu d'ailleurs en 2018, on se souvient peut-être que lors d'un sommet de l'OTAN, Donald Trump avait tenté de faire pression sur Angela Merkel. Malheureusement, sur le fond, il avait raison pour lui indiquer de préférer le gaz américain au gaz russe. Et elle souhaitait continuer à bénéficier du parapluie de l'OTAN. Et ces types de pressions vont continuer probablement à se manifester ou pourraient devenir à l'avenir. Donc pourquoi il faut évidemment, si je termine simplement sur ce point, accélérer la transition compte tenu de nos responsabilités historiques et il ne faut pas s'en détourner, mais il faut le faire ici, maintenant et pour nous. Il faut avoir un récit clair de ce point de vue. Le statu quo n'est pas soutenable, tout simplement parce que nous sommes des nains dans un monde fossile dans lequel l'hostilité va aller croissant et en ayant à l'esprit que se sont surajoutées les tensions en mer du Nord, des tensions peut-être dans le détroit d'Ormuz, dans la mer Rouge, qui pourraient entraver les flux et de pétrole et de gaz pour la partie du gaz qui vient du Qatar et tout ça, évidemment, avec en tout premier lieu un impact sur l'Europe. Donc voilà pour le pourquoi. Le comment, jusqu'alors, est très à l'européenne. Finalement, on s'est efforcé de déterminer en commun un certain nombre de règles. Et le 3x20 pour 2020, à cet égard, était assez intéressant parce que le 3x20 pour 2020, me semble-t-il,
a posé le même type de problème que le 3% slash 60%, etc., dans la gestion de la zone euro. On a pensé que finalement on pouvait gérer en commun des grands objectifs par des ratios. Et en tout cas, il s'est avéré en 2022 que tout ça n'avait pas concouru, et y compris avec l'Union de l'énergie et toute une série de dispositifs communs, à nous garantir une sécurité d'approvisionnement, et qu'on avait fait même des choix à l'inverse, nous rendant extraordinairement dépendants de la Russie. Le comment, premièrement, ne peut pas résumer à une série de ratios. Cependant, on est désormais plus loin, notamment avec le plan REPowerEU et toute une série d'actions qui ont été mises en œuvre en réaction à la crise. Mais me semble-t-il, il manque comment dire, les modalités pratiques du comment doivent s'inscrire dans un récit qui nous renvoie au pourquoi que j'évoquais précédemment. Il me semble que les raisons pour lesquelles nous devons agir collectivement, être solidaires, et y compris être solidaires entre États, eh bien, n'apparaissent pas suffisamment dans le débat. Et je déplore d'ailleurs que les termes du débat sur le comment soient très churchilliens. Alors évidemment, les temps s'y prêtent, mais on emballe plutôt la transition énergétique et les efforts environnementaux à faire dans un discours sur le sang et les larmes, qui me semble finalement assez mal adapté aux nécessités qui s'imposent à nous. Sur le comment, il me semble qu'il est important également d'avoir une vigilance sur certains outils qui vont être étendus, notamment le prix du CO2. Le prix du CO2, en tant qu'économiste et en première analyse, moi j'y suis extrêmement favorable. Évidemment, dans un monde merveilleux dans lequel les tonnes de CO2 seraient assujetties d'un prix qui permettrait d'internaliser les externalités, blablabla, le monde serait merveilleux. Mais il se trouve que ce prix du CO2 va se pluguer sur des prix de molécules et des prix d'hydrocarbures qui vont être plus chers que partout au monde, ce qui était mon point de départ. Et donc, c'est un environnement dans lequel il va falloir être tout à fait vigilant sur l'impact de l'extension d'une tarification du CO2. Ce qui nous renvoie à d'autres considérations qui ne sont pas purement européennes, mais qui, en tout cas, dans le cadre européen, ont une résonance spécifique, qui sont les outils de politique publique tels qu'on peut soit les designer, les coordonner à la maille européenne, soit les mettre en œuvre à la maille des États membres. Je prends un exemple, et un exemple, vous m'en excuserez, qui est français, mais qui a une portée au-delà. L'Europe entière a été ébranlée par la crise des Gilets jaunes. Il m'est arrivé d'aller dans des universités européennes un peu après cette crise et d'avoir à faire des séminaires pour expliquer à l'université de la Bocconi la manière dont nous avons bien pu en arriver là. Et alors, évidemment, l'analyse a posteriori de ce grand mouvement très complexe est assez difficile à faire. Il me semble qu'il y a un point qui est évident et qui n'a pas été suffisamment commenté, qui est le suivant. On a beaucoup pointé la taxe carbone comme élément déclencheur de la crise dite des Gilets jaunes, et c'est vrai. Mais si on élargit un peu le spectre, le problème de cette taxe était d'être posé sur un sous-jacent qui est le baril de pétrole et qu'on ne maîtrise pas du tout. Et il s'est avéré qu'en fait, cette crise qui intervient à la fin de 2018, elle intervient dans un contexte dans lequel le prix du pétrole, et donc c'est un vrai choc pétrolier, est multiplié par 2 entre 2016 et 2018. Et donc, si bêtement et sans intelligence de cette situation, on vient poser une taxe sur un prix, sur un sous-jacent qu'on ne maîtrise pas, le prix du pétrole, à vrai dire, je ne sais pas très bien où il se détermine, quelque part dans un triangle qui va de Houston à Moscou et jusqu'à Riyad, mais qui en tout cas ne passe par aucune capitale européenne. Eh bien, cette fiscalité, tout simplement, elle était bête. Elle était bête. Et malheureusement, elle le reste. Dans beaucoup de pays européens, on a une flexibilité, on a une fiscalité sur les carburants sur lesquels s'applique une TVA, et en l'espèce, la TVA, c'est l'instrument le plus bête du monde, puisque ça renforce les chocs lorsque le prix du baril augmente, et au contraire, ça crée des effets d'aubaine lorsque le prix du pétrole baisse. Et retenons bien que depuis 2000,
il y a eu 10 années à peu près au cours desquelles on a observé un plus 50% sur le prix du baril. Donc, ce qui nous a traumatisé pour celles et ceux comme moi qui étaient déjà, qui avaient l'âge de raison dans les années 70, est devenu très commun depuis 2000. Le prix du pétrole, il est fractal. Donc, j'en termine sur le comment simplement pour dire qu'on ne peut pas renvoyer uniquement à Bruxelles et aux coordinations européennes les nécessités, les impératifs et le modus operandi du comment. Il faut également que les États, et pour ce qui nous concerne en France, Bercy s'interroge sur les outils et des outils notamment de fiscalité des carburants qui permet d'envoyer un signal prix, mais pas du stress. Et jusqu'alors, de fait, c'est plutôt ce qu'on a fait. Lorsqu'au moment au plus fort de la crise, il a fallu donc je parle de la dernière en date, il a fallu mettre en œuvre des ristournes à la pompe. En France, ça a coûté à peu près de l'ordre de 10 milliards, dont on aurait pu faire un autre usage, évidemment. Alors, troisièmement, et avant 2 mots de conclusion, le combien. Étonnamment, le combien et les rapports sur la question, je vous renvoie au rapport d'I4C tout récemment pour l'Europe, je vous renvoie au rapport naturellement Pisani-Ferry pour la France. Le combien est surtout une affaire de constance. Ce qui nous est dit schématiquement, c'est que par rapport à l'effort tel qu'il est mis en œuvre à l'heure actuelle, il faudrait sur la durée surajouter un effort additionnel de l'ordre de 2 à 3% du PIB par an. Évidemment, ça n'est pas rien, a fortiori s'il s'agit de produire en toute continuité cet effort jusqu'en 2050. Néanmoins, on n'est pas dans les ordres de grandeur du plan Marshall, premièrement. Et puis, deuxièmement, si on se pose la question du combien, il faut comparer ce combien au fait de ne rien faire, au coût de l'inaction. Et l'inaction, c'est le backlash, c'est très probablement ce qui va nous être proposé dans le cadre des élections européennes. Donc, mettre la pédale douce sur la transition environnementale / transition énergétique, c'est se condamner de fait à continuer à soumettre à des prochains chocs pétroliers et plus probablement gaziers. Et à nouveau, pour avoir les ordres de grandeur, une année normale pour un pays comme la France, les importations de pétrole, de gaz, c'est de l'ordre de 50 milliards. En 2022, nos importations ont été de 116 milliards. 116 milliards. Alors qu'on n'a pas toujours retrouvé dans les prix de détail. Et le différentiel, assez largement, c'est ce que notamment nous a confirmé, sans grande surprise, la Cour des comptes il y a quelques jours, va se loger dans la dette publique. Et donc, il faut être très, très précautionneux lorsqu'on parle du combien. Ce combien, il faut le comparer au fait de ne rien faire. Et encore une fois, si nous étions texans, on pourrait hésiter et on aurait peut-être des ressources à l'évidence qui nous permettraient d'avoir une autonomie stratégique et une souveraineté, une résilience pendant quelque temps. Mais pour nous, Européens, qui avons tout cramé jusqu'alors, eh bien, l'inaction ne doit pas être dans le... sur la question du combien, les modalités de la couverture de ce combien sont également dans le débat. Un peu partout, finalement, il y a une espèce de tension, notamment sur l'intérêt d'augmenter la dette et la possibilité d'augmenter la dette pour couvrir le besoin de financement et puis éventuellement de couvrir tout ça par l'impôt. L'idée d'un ISF vert a surgi en France et dans d'autres endroits en Europe. Alors on le repousse jusqu'alors, mais la réalité des choses, c'est que s'il y avait une compréhension de ce qui tend nos sociétés, eh bien, les 10% des détenteurs des revenus et ou du capital le plus élevé devraient se précipiter pour payer cet impôt. Devraient se précipiter parce que si nous n'avançons pas plus vite dans cette transition, nos sociétés vont se déliter et c'est d'ores et déjà ce qu'on observe. Et on va passer de démocratie à des choses qui seront un peu étranges et qui s'en éloigneront. Et il n'est pas du tout certain, il est même certain que ça n'est pas le meilleur environnement pour créer de l'activité économique et préserver son capital. Donc je conclus, il y a un vrai risque de backlash en Europe, c'est évident. Pas uniquement, également aux États-Unis, il y a ces points de tension. Ce backlash, il est lié à toute une série de raisons. Il est lié aussi à la difficulté pour nous en tant que pionniers. Il faut retrouver une forme de fierté dans ce domaine, à être les premiers à avancer dans la voie de la décarbonation.
Et il me semble qu'au travers de ces turbulences, et j'aimerais que tu nous réinvites en 2031 pour faire un bilan. Il me semble que si nous parvenons à sortir, à être à proximité des objectifs du Fit for 55, bon, déjà on aura gagné considérablement en résilience en ayant réduit nos dépendances. Il n'est pas impossible qu'alors, à un moment où probablement au niveau mondial, on sera passé de l'autre côté de la courbe des émissions de CO2, eh bien, on sera la société la plus attractive pour, dans différents domaines, notamment dans des domaines industriels, offrir le meilleur niveau de garantie et de rentabilité pour des investissements décarbonés. Voilà, faisons un rêve. Merci. Merci Patrice. Non, mais tu as bien planté les décors et posé les grandes questions que nos deux intervenants suivants vont sans doute poursuivre et développer. Donc, le hasard a voulu que, bon, aujourd'hui, notre séance coïncide avec l'annonce des petites bonnes nouvelles, quand on annonce des baisses des émissions en France, qui sont alors très largement, je pense, quand même conjoncturelles ou dues à le déclin de l'industrie. Mais il y a quand même là-dedans aussi la transformation lente de la demande, électrification des usages, notamment. Je vous signale par ailleurs que aujourd'hui paraît le livre de Cédric Philibert, Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Vous pouvez découvrir sur notre site Veblen la présentation de cet ouvrage important parce qu'il en va de la transformation des usages. Sans plus tarder, Camille Desferres, je me tourne vers vous alors pour poursuivre ce débat. Alors le pourquoi, comment, combien. Alors le pourquoi était très bien expliqué. Je pense que le comment et combien, il faudrait le creuser davantage. Merci beaucoup, Wojciech, et merci beaucoup, Patrice, aussi pour cette très, très complète mise en perspective. Moi, je vais effectivement revenir sur un travail qu'on a mené à l'Institut Jacques Delors pour évaluer l'adéquation des nouveaux outils. Donc, on a parlé du pacte vert, du Fit for 55, donc le paquet climat qui vise à nous faire atteindre nos objectifs d'ici à 2030. Et donc, très rapidement, le premier constat qu'on fait, c'est que les outils européens sont encore insuffisants pour réaliser les ambitions du pacte vert pour trois raisons. Ils sont d'abord trop nationaux, trop temporaires et trop volontaires. On constate un manque de coordination européenne, que ce soit sur les sujets du déploiement des réseaux électriques, des capacités de production ou encore de baisse de la demande, un sujet qui est revenu sur le devant de la scène européenne à la lumière de la crise énergétique. On manque d'outils de financement permanents. Le plan de relance qui a suivi la crise du Covid avait une composante verte assez importante, mais il se termine en 2026. Donc, on a comblé une partie du déficit d'investissement public vert, mais quid de la suite? Et enfin, on a un manque d'obligations et de mécanismes de conformité avec les lois européennes. On peut penser par exemple aux objectifs sur les renouvelables ou même sur l'efficacité énergétique. Ça a été notamment pointé par la Cour des comptes européenne dans un rapport récent. La Commission européenne n'a pas les moyens d'obliger les États à appliquer le droit européen et manque également d'outils incitatifs. Les outils européens, par ailleurs, ils sont principalement réglementaires. Donc, on a des directives, on a des règlements. Mais la mise en œuvre de ces règlements, de ces directives, requiert des ressources techniques, humaines et financières. Or, là-dessus, le soutien européen est trop limité. On manque d'un plan d'investissement européen pour le pacte vert. On manque également de capacités techniques et humaines de mise en œuvre de ces programmes. La Banque européenne d'investissement, dans son suivi du plan de relance et de la mise en œuvre de la composante verte du plan de relance européen, constate un manque de capacités techniques et humaines, y compris au niveau local. Donc l'Union de l'énergie qui avait été lancée en 2015, avec pour but de fournir aux Européens une énergie durable, sûre et compétitive, semble incomplète. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé d'aller vers une union de l'énergie 2.0, c'est-à-dire une union de l'énergie renforcée. Alors, ça a été mentionné par Patrice. Il y a une forte montée des oppositions aux politiques vertes au Parlement européen. On l'a vu sur les débats sur la biodiversité et la loi pour la restauration de la nature, mais également au sein du Conseil, avec des gouvernements nationaux comme le gouvernement français ou le gouvernement belge qui appellent désormais à une pause réglementaire, mais également au sein de la société. Donc, on a parlé des Gilets jaunes, mais plus récemment en Allemagne, il y a eu un très gros backlash contre la sortie la fin de vente des chaudières à gaz, qui a suscité énormément de débats dans la société et qui a été repris par l'extrême droite. On fait face également à un manque de solidarité. Alors, l'exemple parfait, c'est en matière de sécurité énergétique sur le gaz.
l'Union européenne n'a pas réussi à s'accorder sur un embargo sur le gaz russe au pic de la crise énergétique. Et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par une augmentation de l'importation des volumes de gaz naturel liquéfié en Europe, ce qui est complètement à l'encontre de nos objectifs géopolitiques, voire même moraux, au regard de la guerre en Ukraine. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à s'accorder sur un embargo sur le gaz russe? En réalité, un embargo sur le gaz russe aurait eu des impacts différenciés en fonction des différents États européens, parce que tous les États européens n'ont pas la même vulnérabilité, la même dépendance au gaz russe. Alors, une des manières de gérer cette différence de vulnérabilité, ça aurait été d'avoir des mécanismes de compensation pour les États les plus vulnérables. Or, l'absence de ce genre de mécanisme a eu pour résultat un manque d'unité contre la Russie. On peut se demander aussi si ce manque d'outils de compensation financière pourrait entraîner un manque d'unité face à d'autres grands blocs. On peut penser à la Chine, par exemple. Et enfin, on manque d'outils de solidarité pour faire face aux défis climatiques. En réalité, le point commun des oppositions aux politiques vertes aujourd'hui, que ce soit au sein du Parlement, au sein des gouvernements nationaux ou au sein de la société, c'est le problème du partage des risques, du partage des coûts et du partage des bénéfices de cette transition. Et donc, retrouver un large soutien politique pour la transition, c'est avoir une Europe de l'énergie plus solidaire, c'est une condition de succès de nos ambitions climatiques, et c'est le sujet, du coup, qui nous a intéressés dans ce rapport à l'Institut Jacques Delors. Alors, une union solidaire dans la transition, ça nécessite de mobiliser différentes ressources. La transition verte va requérir de mobiliser de l'expertise, du financement, des capacités organisationnelles, de la légitimité et du leadership. Et la façon dont ça peut se décliner au niveau européen, ça peut se décliner au niveau européen de trois manières différentes, qui sont complémentaires. D'abord, le financement, il s'agit de renforcer les financements communs pour des actions conjointes ambitieuses. Ensuite, concernant l'expertise et la capacité organisationnelle, il faudrait doter l'Union européenne d'une gouvernance énergie-climat plus agile et plus collaborative. Et enfin, renforcer la légitimité de certaines mesures. On a parlé d'un ISF vert, par exemple, pour donc renforcer la légitimité de ces mesures-là au travers d'instruments démocratiques renforcés, pour soutenir le leadership politique et faire avancer ces sujets-là, parce que ce qu'on voit, c'est que la présidente Ursula von der Leyen, quand elle a décidé de faire du pacte vert une priorité en 2019, elle pouvait compter sur la percée des Verts au Parlement européen, sur de fortes mobilisations au sein de la société civile et du monde scientifique, qui lui a permis d'asseoir son leadership sur la question et lui a donné de la légitimité pour le faire. Alors, très rapidement, davantage de fonds européens, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties effectivement sur la question, ça a déjà été mentionné par Patrice, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, il y a besoin d'augmenter le financement commun pour des actions conjointes et coordonnées. On peut considérer que la sécurité énergétique, la compétitivité et la neutralité climatique sont des biens publics européens et donc justifierait un financement européen. Et donc, il y a des débats avec des mots très forts actuellement au sein des cercles de réflexion sur les affaires européennes. Je vous ai mis ici une citation de Philippe Aghion, donc dans un livre sur la nouvelle révolution industrielle européenne, qui dit « Sans aucune adaptation des règles et sans évolution de la doctrine, l'Europe court le risque d'un déclin irréversible. » Et donc là, il parle de quoi? Il parle d'un nouvel emprunt commun pour financer de la R&D industrielle de l'Union européenne pour que l'Union européenne conserve un leadership industriel en la matière. Donc, une des recommandations qu'on peut pousser, c'est d'avoir un plan d'investissement propre avec un fonds de souveraineté qui investirait dans des domaines stratégiques tels que les technologies propres ou les réseaux électriques, mais aussi de la R&D verte européenne afin de développer de nouvelles batteries qui seraient économes en ressources naturelles. Et donc ça permettrait aussi d'allier ambition et solidarité et de permettre aux États, aux régions et aux citoyens qui ont moins de moyens d'avoir les moyens de réaliser cette transition. Alors, concernant la gouvernance est un fort enjeu parce qu'au-delà des financements, il faut améliorer la capacité d'absorption et la qualité des projets qui sont dépensés. Il y a aussi l'enjeu de trouver des solutions dans un contexte d'incertitude fort, incertitude d'un point de vue du progrès technologique, incertitude par rapport à l'acceptabilité sociale des mesures, incertitude par rapport au contexte géopolitique et économique dans lequel on se trouve. Donc il y a un vrai besoin d'avoir une gouvernance beaucoup plus interactive qui permet de générer des solutions, voire même de restaurer la confiance entre des partenaires très différents. Ça a été utilisé
par l'agence de recherche de pointe sur la défense, la DARPA américaine. Ça a été aussi utilisé en Irlande pour atténuer certains impacts environnementaux. C'était un exemple qui avait été utilisé par Danny Roderick dans un article récent. Et donc, l'idée d'avoir une gouvernance interactive, c'est de se fixer des objectifs généraux à un niveau élevé. Et ça, c'est OK au niveau de l'Union européenne. On a des objectifs très clairs en matière de renouvelables, en matière d'efficacité énergétique, par exemple. Par contre, là où ça peut être amélioré, c'est d'avoir un vrai système de gouvernance conjoint, multipartite, qui permet de superviser les progrès et de créer un espace de collaboration et d'apprentissage collectif transsectoriel et en impliquant les différents niveaux de gouvernement. Donc on voit ici aussi qu'il s'agit de casser les silos et de créer des plateformes de dialogue dans lesquelles les parties prenantes de l'énergie, que ce soit des municipalités, des entreprises, des ONG ou des autorités publiques, peuvent se retrouver, échanger sur les défis de mise en œuvre des nouvelles lois qui sont dans le paquet énergie-climat ajustement à l'objectif 55%, mais aussi discuter de potentiels outils nécessaires au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est une disposition qui existe déjà dans la gouvernance sur l'Union de l'énergie, mais qui n'est pas appliquée. Donc l'idée, ça pourrait être que la Commission européenne soutienne l'installation de ces plateformes de dialogue au niveau national, pour commencer, et pour surveiller la mise en œuvre du paquet énergie-climat. Donc il y a vraiment un potentiel intéressant de créer ces espaces de dialogue qui permettraient aux différents acteurs de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de discuter ensemble des défis. Puisque la question, c'est pas est-ce qu'on le fait, c'est comment on le fait aujourd'hui très clairement. Ça pourrait être complété par une agence européenne de l'énergie qui nous fournirait des données à jour, ou encore une nouvelle stratégie européenne de sécurité énergétique qui semble être possiblement une des priorités de la prochaine présidence polonaise pour début 2025. Donc ça, ce serait extrêmement positif. Et enfin, pour conclure, et ça a été mentionné par Patrice également, mais on va bien sûr atteindre des défis qui sont des défis politiques majeurs. Quand on parle d'outils nécessaires, ça implique des ressources. C'est pas que des ressources financières, mais c'est quand même aussi beaucoup des ressources financières. Et en fait, on voit que les assemblées citoyennes peuvent être un bel endroit où on apaise le débat, on fait se rencontrer des citoyens qui ne se fréquentent pas, on fait se rencontrer aussi des citoyens et des experts, et on crée un espace de dialogue qui est protégé de la polarisation du débat public pour permettre d'apaiser le débat et d'avoir des idées plus innovantes. On voit des résultats assez intéressants sur l'ambition qui ressort des assemblées citoyennes lorsqu'elles parlent de mesures climatiques par rapport aux lois qui sont adoptées. Donc ça pourrait être intéressant de plus exploiter cet instrument au niveau européen, et c'est en partie ce qui est en train d'être fait d'ailleurs actuellement. Donc pour conclure, on parle souvent du fait que les citoyens ne sont pas prêts à payer plus, parce que c'est quand même aussi une grosse partie de la question. Et c'est ce pourquoi je pense qu'il serait intéressant d'avoir une assemblée citoyenne sur le budget européen pour financer le pacte vert. Ce qu'on voit, c'est qu'une récente étude de la Banque européenne d'investissement, c'était une enquête de sondage qui a demandé aux citoyens, aux répondants, combien ils seraient prêts à payer sur leur revenu annuel pour financer des politiques climatiques qui seraient au bénéfice de personnes qui ont moins d'argent qu'eux. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que 60% de ces personnes seraient d'accord pour payer une taxe pour financer des politiques climatiques. Alors, ce n'était pas au niveau européen, mais c'est un résultat très encourageant. Et ça, à mon avis, ça pourrait demander plus de débats. Et donc, pour conclure, il faudrait une union de l'énergie 2.0 plus solidaire. On a déjà une excellente base de politique énergétique, mais besoin de beaucoup plus de coordination, beaucoup plus d'actions collectives. Et pour ça, l'Union européenne peut améliorer des politiques qui sont déjà existantes et renforcer ces instruments démocratiques, ces instruments de gouvernance et ces instruments de financement, sachant que les pistes de réforme que j'ai évoquées sont évidemment complémentaires, avec un enjeu aujourd'hui qui, au-delà du climat, et ça a été souligné par Patrice également, qui est un enjeu de plus en plus sécuritaire, qui dépasse le seul secteur énergétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec les autres panélistes. Merci. Merci Camilla, vous avez bien entré dans le vif du sujet, donc beaucoup de propositions dans votre intervention, dans les slides également. Du coup, j'aurais envie tout de suite de vous poser des questions, mais je m'abstiens. Je donne d'abord la parole à Adèle. Adèle qui est aussi membre de notre collège d'experts, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et on en est ravis. Adèle, toi qui vois tout ça depuis ton niveau européen et bruxellois,
Dis-nous alors, poursuis tout simplement le raisonnement développé par Camille et Patrice. Parfait. OK. Donc, je vais survoler parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués. Donc, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Tout d'abord, merci pour ton introduction, Wojtek. Et donc, effectivement, j'évolue aussi dans un milieu très européen puisque, d'une part, j'enseigne à l'ULB, qui est une université vraiment très mixte en termes d'étudiants. Et au sein de l'équipe de l'ERA, qui est l'organisation que je dirige à Bruxelles, sur l'équipe centrale qui comporte 15 personnes, je crois que nous avons 10 nationalités différentes. Donc, c'est vrai, européennes. Donc, voilà, une logique très européenne. Alors, je voudrais tout d'abord dire que je souscris totalement à ce qui a été dit, certainement au contexte et à l'analyse de Patrice dans un premier temps, et pour en tout cas ce que j'ai pu vraiment bien comprendre aux propositions de Camille, mais il faudrait que je les lise plus en détail. Et donc, la première chose que je voudrais souligner, c'est le fait que, et Patrice l'a dit, la transition énergétique n'est pas que une transition technologique, c'est une transition sociétale. Et plus que transition sociétale, pour moi, c'est une transition de modèle de société. Et je vais essayer d'y revenir dans un instant. Alors, je pense que devant l'immensité du défi que nous avons devant nous, il n'y a pas de logique linéaire possible. On ne peut pas se permettre la continuité. Donc, il faut vraiment réfléchir à des options alternatives, créatives. Et pour pouvoir imaginer les différentes options possibles, il faut comprendre aussi le monde dans lequel nous vivons, qui est évidemment contraint très fortement le champ de nos actions possibles. Et donc je vais, et ce n'est pas étonnant puisque c'est une matière que j'enseigne, faire un tout petit introduction géopolitique. Et pour aller très rapidement, nous avons connu tous pendant de longues années ce monde unipolaire qui était dominé par les États-Unis. On a connu aussi cette phase ces dernières années avec une compétition croissante avec la Chine, mais sans qu'il y ait vraiment une remise en question de la prééminence des États-Unis. Et dans cette tension grandissante, et surtout au cours des années, ben, l'Europe se trouve un petit peu prise en étau. Pour différentes raisons, puisque nous avons à la fois des liens historiques transatlantiques extrêmement forts, mais nous avons également une dépendance croissante en import et en export avec la Chine. Alors ça, c'est un monde très simplifié parce qu'en fait, on se rend compte aussi que voilà, il y a une montée très forte en puissance de ce qu'on appelle le Sud global, qui est un concept extrêmement flou, mais que je crois tout le monde comprend. Et par-dessus tout, évidemment, il y a un certain nombre de conflits, voilà, qui ont vu le jour très récemment et qui précipitent en fait une véritable transformation complète de l'ordre géopolitique que nous avons connu jusqu'à présent. La guerre en Ukraine, évidemment, avec la création d'un axe Russie-Chine et accessoirement Corée du Nord. L'ingérence, ou en tout cas la prise de position de plus en plus forte de la Chine et de la Russie en Afrique avec, je dirais, le fiasco français que l'on connaît. La guerre au Moyen-Orient, qui est une guerre qui a des répercussions, qui aura de toute évidence des répercussions profondes et de longue durée. Et en fait, on se rend compte qu'on est passé d'un monde qui était unipolaire à un monde qui est multipolaire. Donc, on doit vraiment tenir compte de ce Sud global. Et la réaction, en fait, au vote des Nations Unies sur l'invasion russe a bien montré quel était le degré de défiance par rapport au monde, enfin, par rapport à l'ordre géopolitique tel qu'il a été créé par les Occidentaux et basé sur les institutions internationales. Et on est passé d'un monde multilatéral, justement, donc fédéré ou organisé par ces organisations, à un monde dans lequel les alliances se font de façon ad hoc, de façon totalement opportuniste, qui fait que un allié sur un sujet peut être un rival sur d'autres sujets.
Pour couronner le tout, on va assister en 2024 à des élections dans 64 pays. C'est l'année dans laquelle, l'année de toutes les élections, avec plus de 50% de la population globale qui va voter. En ce qui compris la Russie, que j'ai mis entre guillemets, nous comprenons pourquoi, les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, nous sommes dans un monde qui est beaucoup moins lisible, qui est certainement nettement plus incertain et qui, de toute évidence, est plus dangereux. Et donc, se pose la question que l'on connaît bien de l'autonomie stratégique européenne, qui est absolument fondamentale pour comprendre quelles sont les options possibles et nos marges de manœuvre. Alors ici, je vais passer très rapidement. On connaît la nécessité de la transition énergétique et ce que ça signifie en matière de décarbonation, c'est-à-dire d'abandon le plus rapidement possible de toute forme de combustion des énergies fossiles. Et donc, on passe d'un paradigme qui était celui connu sous le terme de la sécurité de l'approvisionnement classique à celui qui est malheureusement non moins difficile que celui de l'approvisionnement de l'énergie dans un nouveau paradigme. Et dans ce contexte-ci, il ne s'agit plus de maîtriser les sources d'énergie, mais de maîtriser les technologies qui permettent de transformer ces énergies naturelles. Et donc, ce sont toutes ces fameuses clean tech ou ces technologies vertes pour lesquelles il y a en fait une compétition mondiale absolument féroce. Et donc, c'est une question d'obtenir, enfin, ou de se sécuriser un leadership et une compétitivité industrielle sur ces technologies. Donc, notre capacité à produire, développer et implémenter des technologies vertes. Alors, ça sous-tend deux éléments principaux. Je simplifie encore. C'est avoir un leadership technologique. Et donc, ça, c'est une question de capital intellectuel, de capacité à innover. C'est notre puissance de recherche sur ces différents domaines. Et c'est l'accès, malheureusement, à toute une série de minéraux critiques, parce que, à l'inverse des technologies traditionnelles, la plupart des technologies vertes reposent sur une utilisation massive et tout à fait essentielle d'une série de minéraux critiques que nous nous approvisionnons malheureusement tous de l'extérieur. J'ai ajouté composants pour faire une allusion à Taïwan. Je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais il est évident que il y a un certain nombre de composants aussi qui interviennent dans ce débat. Donc on va en fait transitionner dans les 2 décennies qui viennent vers un monde où les dépendances étaient essentiellement sur cet approvisionnement d'énergie fossile, et on en a vu encore une manifestation l'année passée ou il y a 2 ans, vers un monde dans lequel la question sera de pouvoir maîtriser les technologies et l'industrialisation des technologies et les matériaux nécessaires à cette transition énergétique. Alors, un certain nombre de facteurs déterminants, et alors ici c'est un petit peu, voilà, j'ai essayé de faire un condensé pour gagner du temps. Tout cela se passe dans une transformation d'abord de la relation transatlantique. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel de le souligner. Nous avons créé en fait une Europe. Le projet européen a été imaginé dans une logique d'extension des démocraties libérales, du libre-échange, une suppression des barrières. Et donc, nous retrouvons une relation transatlantique extrêmement forte, supportée par ce modèle commun. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement différente parce que cette relation transatlantique qui était en fait stratégique est devenue essentiellement opportuniste. Et il ne s'agit pas uniquement de la question de savoir si l'administration est démocrate ou républicaine. J'ai ici l'image d'Ursula von der Leyen et de Joe Biden qui annonce Inflation Reduction Act, qui montre très bien que même dans l'administration démocratique, en fait, c'est America First, et que la relation avec l'Europe est devenue totalement incertaine et opportuniste. Bien sûr, une élection de Donald Trump, évidemment, rendrait les choses encore beaucoup plus compliquées. Je ne m'étends pas là-dessus, je crois que c'est assez évident. Nous faisons face, évidemment, à un énorme défi au niveau de nos démocraties européennes et une montée absolument fulgurante du populisme. Et donc, les élections européennes de juin vont probablement, malheureusement, confirmer
un grand coup de volant à droite, à l'extrême droite et vers plus de coalitions ou de gouvernements populistes, et donc soit climato-sceptiques, mais en tout cas très opposés aux réformes environnementales et climatiques. Nous sommes dans un climat de guerre hybride, guerre militaire, oui, mais guerre hybride au sens large. Et nous sommes face, bien sûr, à une sécurité des approvisionnements, c'est-à-dire aussi bien dans l'ancien monde que dans le nouveau monde. Nous sommes dépendants de tous nos approvisionnements. Nous sommes dans une économie qui a une très faible croissance et dont la compétitivité est très mise à mal pour les raisons que Patrice a expliquées dans son intervention. Et de façon évidemment structurelle, nous avons un déficit compétitif. Et bien sûr, nous sommes face aux défis climatiques et plus généralement environnemental, parce que derrière le climat, il y a toute la crise de la biodiversité qui est même peut-être plus existentielle encore que le défi climatique. Pour peut-être me pencher sur où en est-on par rapport à nos projets de décarbonation européens. Et donc, nous voyons ici très simplement, vous regardez la courbe la plus basse, c'est la courbe des émissions. Nous savons que l'objectif européen de décarboner, donc de diminuer les émissions de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Nous avons réalisé aujourd'hui un progrès de 31%, 31-32 selon les sources. Il est donc totalement illusoire d'imaginer que l'on va se rapprocher des 55% dans les 6 années qui nous viennent, d'autant qu'on oublie toujours de citer que les efforts de décarbonation deviennent de plus en plus compliqués au fur et à mesure que l'on progresse, puisqu'on aborde des secteurs qui sont de plus en plus difficiles à décarboner. Alors, il y a une étude très récente, il y a plusieurs études très récentes, mais j'ai pris celle de l'European Environment Agency qui établit en fait que voilà, notre champ d'action nous permettrait d'arriver, selon la mise en place de nouvelles politiques ou pas, à une décarbonation de 43 à 48% à l'horizon 2030. Donc, on va échapper, ou en tout cas rater de beaucoup l'objectif de 55%. Et je cite ce point-là parce que il nous dit deux choses. Il nous dit premièrement que même dans un bloc ou une économie qui est extrêmement progressiste et dynamique en matière de décarbonation, les objectifs sont extrêmement difficiles à atteindre. Et donc, on peut projeter aussi ce que ça signifie au niveau de la décarbonation globale. Je rappelle que l'Europe ne représente que 7 à 8% des émissions globales de gaz à effet de serre, donc l'enjeu est surtout un enjeu d'entraînement. Mais l'autre élément qui est très important sur ce slide, c'est que on va évidemment se heurter très rapidement à cette réalité. Et donc, quel va être l'impact politique par rapport à cet objectif manqué, qui était quand même la politique phare de l'Union européenne et de la plupart des gouvernements démocratiques. Donc, je pense qu'il y a un risque énorme à ne pas communiquer sur le sujet, qui va énormément favoriser les théories complotistes et certainement les discours populistes. Alors, en termes de souveraineté énergétique, où en est-on? Encore une fois, dans l'ancien paradigme, vous voyez le mix énergétique primaire de l'Union européenne et tenant compte du fait que l'on importe pratiquement tout notre gaz naturel, tout notre pétrole et à peu près 50% du charbon, on a une dépendance en matière d'énergie primaire qui est supérieure à 60%. Donc on est encore très fortement, évidemment, dépendant des importations. Si on regarde le nouveau paradigme, donc celui que j'ai évoqué, qui repose sur le déploiement d'énergie, enfin de technologies vertes, j'ai mis un graphique qui montre bien le leadership de la Chine en matière de maîtrise de toute une série de ces minéraux critiques. Et alors cette maîtrise, c'est très intéressant parce qu'elle ne se situe pas seulement au niveau de la maîtrise des sites d'extraction, elle se trouve surtout au niveau de la maîtrise des capacités de raffinage, qui sont une industrie très lourde, donc longue et coûteuse à mettre en œuvre. Et donc, par exemple, j'en prends un, les terres rares. Nous importons en Europe 98% de nos terres rares de la Chine. La Chine représente 65% des batteries importées en Europe, enfin utilisées en Europe. La Chine fabrique 90% au niveau global des cellules photovoltaïques, donc maîtrise totalement cette technologie et maîtrise à peu près 60% du marché global éolien.
Je cite ces chiffres simplement pour dire que notre transition énergétique va nous permettre de nous affranchir, en tout cas partiellement, d'une dépendance sur les importations d'énergie fossile, mais elle va se traduire par d'autres dépendances qui, pour certaines, seront beaucoup plus critiques et beaucoup plus difficiles à maîtriser. Alors, je termine sur d'abord une espèce de résumé des défis à relever et puis quelques propositions. Donc, les défis à relever, c'est ce que j'ai tenté de résumer en disant qu'on est, vous connaissez tous le livre de The End of History in the Last Man de Francis Fukuyama, 92. Donc, l'idée que le modèle de démocratie libérale basé sur un capitalisme se généraliserait à l'échelle mondiale et que donc les guerres et les frontières petit à petit disparaîtraient, ben ce qu'on voit aujourd'hui, c'est avec une violence extrême un retour de l'histoire la plus traditionnelle que l'on a connue. Alors, évidemment, une fragilisation du modèle démocratique occidental, je crois qu'on l'a beaucoup évoqué. L'impasse sociale du modèle néolibéral dominant, on l'a évoqué aussi avec en France la crise des Gilets jaunes, mais vous n'avez pas évoqué les épisodes quand même assez dantesques des milliers de tracteurs au centre de Bruxelles. L'impasse environnementale du modèle néolibéral et son impasse économique également. Euh, alors, si on regarde maintenant la transition énergétique, on se rend compte, beaucoup d'études sont faites sur le sujet, on parle d'une multiplication des investissements par 6 pour arriver sur les scénarios de décarbonation qui nous permettraient d'arriver à zéro en 2050. Donc c'est un véritable saut quantique qui est nécessaire en matière de financement de la transition. Cette crise, évidemment, elle est existentielle. Et dans tout ça, il faut se rendre compte que l'Union européenne, quelque part, est assez marginalisée dans son approche dynamique et agressive, dans le bon sens du terme, sur cette problématique. Alors, quelques pistes de réflexion, et ça, je pense que et Patrice et Camille l'ont bien évoqué. Je crois que toute solution passe d'abord par un modèle européen beaucoup plus intégré. Ça, c'est évident, hein. Donc, Camille a parlé d'une union énergétique 2.0 et basée sur une solidarité accrue. Effectivement, les mécanismes de solidarité qui ont bien fonctionné pendant la crise 2022 sont malgré tout des mécanismes qui étaient temporaires et non structurels. Donc, il y a beaucoup à faire sur le sujet. Alors, basé sur une réaffirmation des valeurs fondamentales communes, je crois que c'est important de le noter parce que malheureusement, même si cela paraît évident, on se rend compte quand même aujourd'hui que beaucoup des valeurs fondamentales européennes sont contestées ou sont oubliées. La remise en question du modèle économique actuel, et donc à ce titre, je rappelle simplement qu'il y a un collectif d'économistes de renom qui ont déposé une lettre adressée aux institutions européennes pour une révision du modèle économique. Alors, ce modèle économique devrait en tout cas passer par un refinancement énorme des États pour ce que j'appelle des États stratèges. C'est un terme que j'emprunte à Bruno Coleman, qui est un économiste belge, mais de renommée internationale. Et ça, en fait, et c'est un élément qu'on a très peu évoqué, par une efficacité, une redistribution fiscale, parce que peu de gens savent que l'Union européenne, enfin la Commission européenne estime à peu près à 1000 milliards d'euros l'évasion fiscale annuelle dans l'Union. Et quand je dis évasion fiscale, c'est-à-dire la fiscalité qui n'est pas prélevée, surtout sur les multinationales, sur les grands groupes industriels et sur les super riches. Alors, imaginez simplement ce que 1000 milliards d'euros qui seraient correctement prélevés et redistribués dans la société nous permettraient de financer. Je pense finalement qu'un narratif est absolument essentiel parce qu'une des raisons principales pour laquelle nous voyons un retour de flamme des populations qui commencent à être de plus en plus, je dirais, froides ou tièdes par rapport à la transition énergétique, provient du fait qu'elles en perçoivent de plus en plus les inconvénients
mais ne parviennent en tout cas pas à se projeter dans un futur, ne se parviennent pas à se projeter eux-mêmes dans un futur, dans un narratif dans lequel ils peuvent s'imaginer. Je pense que ça manque profondément dans le projet de transition sociétale du EU Green Deal. Euh, et finalement, et ça je crois que c'est un point qui a été évoqué aussi, je crois que si l'Europe parvenait par cette récupération fiscale à financer un modèle alternatif, je crois que ça pourrait également stimuler une nouvelle attractivité culturelle de l'Europe, qui est une chose qui était tout à fait prédominante le siècle passé, ou en tout cas la deuxième partie du siècle passé, mais qui est en train de disparaître largement. Voilà, je vais terminer sur ces quelques pistes de réflexion pour ouvrir le débat. Merci beaucoup de votre attention. Merci, merci Adèle. Alors là, tu nous as plongé dans les grands contextes internationaux parce que dont nous allons reparler dans les prochaines séances. D'ailleurs, déjà ce qu'a dit Adèle sur les matériaux critiques, vous pouvez retrouver la séance du 11 mars sur le site Veblen. Avec Emmanuel H. et Cédric Philibert. Et Adèle a aussi beaucoup parlé du contexte géopolitique et de la compétition internationale, Patrice aussi d'ailleurs. Et sur ces thèmes, nous allons en réalité les séances suivantes, celle du 2 avril qui portera sur la politique commerciale, mais aussi et surtout celle des 30 avril qui portera directement sur la politique de réindustrialisation. Et bon, abordera vraiment cette question de front. Est-ce que ce que propose l'Europe aujourd'hui suffit face à l'IRA américain, face aux politiques chinoises et d'autres pays? Et nous allons essayer de boucler tout ça, ces questions, disons, de gouvernance économique le 14 mai avec une séance sur les polices mixtes qui pourrait accélérer la transition en Europe. Donc, beaucoup de thèmes, mais c'est normal puisque ça, tout s'enchaîne, tout est lié. Camille qui a injecté plusieurs idées concrètes, des réformes concrètes. Je serais intéressé par, disons, de pouvoir en discuter un peu plus. Quand on réfléchit sur les solutions, nous avons évité de parler directement du mix énergétique, de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais bon, il va de soi que il tourne autour des énergies renouvelables et de l'adaptation des réseaux, etc. Donc c'est ça qu'il faut développer, il faut investir. Ensuite, nous avons tous parlé des financements, du problème des financements, dont nous allons encore reparler sans doute dans les séances suivantes également. Et puis Camille Defar nous a parlé de la gouvernance et je pense que c'est un point très important de la coordination de la gouvernance. Déjà, j'ajoute une des questions qui était posée dans le chat. Est-ce que ce que vous proposez à l'Institut Jacques Delors, Camille, est-ce que ça y a des traits de ressemblance avec des réformes de gouvernance plus larges, comme celle de Thomas Piketty et d'autres qui ont pu, enfin, qui sont un peu dans le débat depuis longtemps. Donc, est-ce que vous faites le lien entre la question démocratique plus large en Europe et vos propositions? Est-ce que ce sont deux types de propositions à part? Mais plus largement, à vous trois, est-ce que renouveler la gouvernance et trouver des systèmes de coopération, coordination, est-ce que ça suffit pour débloquer les blocages qui existent aujourd'hui et notamment qui sont qui s'articulent notamment autour des mix énergétiques de base initiaux qui sont très différents aujourd'hui et donc de l'inégalité des États. Est-ce qu'il faut, à votre sens, pour aller tout droit au but, est-ce qu'il faut, à votre sens, des programmes, des mesures ciblées pour aider les pays les plus vulnérables, les plus en retard? C'est pas évident, hein, puisque les autres pays pourront se dire que ils sont pénalisés parce qu'ils ont été vertueux et plus en avance dans la transformation. C'est que Camille appelle la gouvernance plus agile. Est-ce que ça suffira pour surmonter les blocages actuels? Ne faut-il pas des mesures ciblées à injecter dans les dialogues européens pour que, puisque tout se joue finalement au Conseil, dans les négociations entre les États, pour trouver une coalition permettant de poursuivre la transition? C'est la grande question que je vous pose. Et je propose qu'on commence, puisque j'ai convoqué un peu Camille au tableau, qu'elle commence la réponse. Ensuite, peut-être Patrice et Adèle, si vous voulez bien. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je vais essayer d'être rapide. Euh, Effectivement, je pense que on a besoin de nouveaux espaces de dialogue.
qui peuvent permettre de faire émerger de nouvelles idées ou de rééquilibrer en tout cas le débat qui semble complètement bloqué aujourd'hui au Conseil. Et je trouve que la réflexion, en tout cas, de la Pologne actuellement semble être intéressante, en tout cas de ce que j'en entends, parce qu'effectivement, on n'a pas assez écouté les pays d'Europe centrale et orientale sur le gaz russe. Si on les avait mieux écoutés, on aurait eu probablement des outils beaucoup plus forts pour se prémunir de cette vulnérabilité stratégique importante. Et il me semble que c'est le moment aujourd'hui d'avoir une vraie vision au niveau du Conseil sur les avantages qu'il y a à soutenir la transition énergétique, y compris des pays européens les moins avancés en termes de décarbonation. Tout le monde n'a pas les mêmes points de départ et c'est pour ça que cette question de la solidarité, elle est vraiment au cœur de cette question de la transition, dans le sens où ce qu'on a vu aussi pendant la crise énergétique, et je pense que c'est une excellente illustration, si on avait été plus solidaire et plus ambitieux sur nos politiques énergie-climat en Europe, on aurait été beaucoup moins vulnérable à l'interruption de gaz russe. On aurait été beaucoup plus fort face à cette crise géopolitique et on devrait vraiment en tirer des leçons pour les prochaines crises géopolitiques qui nous attendent. Donc je dirais que la gouvernance, c'est un moyen, à mon sens, de retrouver un consensus et de faire entendre de nouvelles voix, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement les voix, toujours les mêmes voix qu'on entend, de rééquilibrer entre l'industrie fossile et l'industrie verte, de rééquilibrer entre les petits pays et les grands pays, de rééquilibrer aussi entre les groupes qui sont proches du pouvoir et ceux qui en sont éloignés. Donc, cette idée d'avoir une gouvernance plus collaborative, plus inclusive, c'est aussi de montrer que le consensus vers des politiques ambitieuses, y compris en matière de financement, sont en réalité peut-être beaucoup plus consensuels que ce que l'on pense. Merci. Patrice? Il y a un thème qui est venu, un concept, enfin je suis pas certain que ce soit un concept d'ailleurs, mais en tout cas un mot qui est venu plusieurs fois, y compris dans le chat, dans lequel il y a eu pas mal d'échanges, c'est la question du narratif. Je pense que les outils et la gouvernance ne peuvent pas être déconnectés de l'histoire commune dans laquelle on s'inscrit. Et je pense qu'à cet égard, il y a un malentendu qui procède du fait que on est resté grosso modo sur l'idée que l'Europe doit avancer dans la transition pour prendre sa part sur le fait de sauver le monde, mais il y a toujours quelqu'un à ce moment-là qui lève la main en disant mais non, ça va jouer en Chine, en Inde, aux États-Unis, nous sommes des confettis et donc de ce point de vue, il est urgent d'attendre. Et si on parvient pas à se convaincre que il est dangereux d'attendre pour nous, et si on tire pas les enseignements de cette crise, et peut-être qu'un jour, étonnamment, on remerciera Vladimir de nous avoir révélé nos fragilités, nous avoir fait sortir d'une sorte de fantasme collectif dans lequel nous étions, eh bien, à ce moment-là, c'est très difficile de déterminer des modalités de gouvernance et de donner le vrai sens de la solidarité. Parce que si la solidarité, on doit considérer que c'est une forme de, je ne sais pas, de bienveillance amicale entre Européens ou avec une forme de dolorisme de protection des plus faibles, ça doit entrer en ligne de compte naturellement, mais il me semble qu'on passe à côté de l'essentiel, qui sont nos interdépendances. Dans le papier tu as eu m'a fait l'amitié de me commenter et toujours dans l'esprit de faire le service après-vente de la revue, je cite quelques chiffres notamment sur la montée de la précarité énergétique. Alors je les cite de mémoire parce que contrairement à Adèle qui me dit qu'il a lu le papier tout récemment, ça n'est pas mon cas. Et je crois que du fait du choc de 2022 et de l'impact sur le prix final des énergies, on doit être à peu près à 20% de précarité énergétique en Bulgarie, alors qu'on est simplement à 2% en Finlande. Or, nous sommes liés de différentes manières. Alors, nous sommes liés plus encore, évidemment, par des temps guerriers, on ne peut pas se déliter, mais on est liés également parce qu'en partie, pour certains d'entre nous, on a une monnaie commune, et puis par ailleurs, on a un marché intérieur, etc. Et la pire des choses qui puissent arriver, c'est de voir un effondrement partiel. Et on en a eu l'expérience très douloureuse au début des années 2010. Donc, il faut surtout pas considérer que ce qu'on appelle usuellement la solidarité, c'est une forme de charité. En fait, c'est une modalité de l'assurance collective. Mais naturellement, ça suppose avoir un espace pour installer ce récit et qu'il y ait des espaces démocratiques pour en débattre. À l'évidence, on n'est pas bien parti, hein, puisque ce qui semble se dessiner à l'abord des élections, c'est un discours finalement qui est le plus simple et qui est celui du
de la pause, et y compris dans les pays les plus démocratiques et les plus avancés, et j'appartiens à l'un d'entre eux, c'est un discours qu'on entend, évidemment, qui est le plus simple et qui est le plus audible. Et moi, ce qui me préoccupe, et je terminerai là-dessus, c'est le fait qu'on manque d'instances à l'intérieur desquelles on puisse partager des récits plus complexes. À nouveau, je reviens à mon expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait un commentaire assez acerbe disant que ça sert à rien. Je ne pense pas que ça sert à rien. En tout cas, l'expérience très prosaïque que j'ai faite, c'est que au départ, on a 150 citoyens et citoyennes qui représentent tout ce qu'on peut imaginer de diversité en termes de revenus, de catégories socio-professionnelles, de présence sur le territoire, etc. Et d'idées de départ. Et à la fin, on en ressort avec à peu près 150 mesures qui, pour la plupart d'entre elles, sont très exigeantes, sont votées à 95%, et y compris l'une d'entre elles, et pour celles et ceux qui nous écoutent, vous allez voir à quel point c'est symbolique, le fait de passer de 130 km/h à 110 km/h a été voté de mémoire à plus de 70%. Si on fait un sondage aujourd'hui dans la population française, on doit être à l'évidence à moins de 30% d'adhésion. Donc la compréhension de cette complexité suppose d'avoir des espaces. Et moi, ma crainte, c'est qu'on ait beaucoup de difficultés à créer ces espaces et puis à les créer également dans l'espace-temps, si je puis dire, qui est nécessaire au regard de la nécessité d'agir vite, hein. Adèle a rappelé, on est à J-1, si on peut dire, de 2030. Il n'y a pas de raison d'imaginer que, au regard des ambitions qu'on a formées, on parvienne à être au rendez-vous des moins 55%. Mais il faut surtout pas que tout ça puisse être interprété comme un constat d'échec par avance, parce que, à l'évidence, dans l'environnement dans lequel on est, un moins 45% est mieux à prendre que le moins 31 ou le moins 32 dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Merci. Effectivement, c'est le constat des difficultés actuelles s'exprime aussi dans les questions qui ont été posées dans le chat sur quel narratif positif aujourd'hui, alors que le pacte vert est sous le feu de toutes les critiques. Alors, bon, on va pas résoudre cette question-là, mais Adèle, tu peux dire ce que tu Oui, penses sur la solidarité européenne. c'est pas très polémique hein, comme débat, j'en conviens. Non. Je partage tout à fait ce que et Camille et Patrice ont dit. Simplement, je pense qu'avoir des espaces démocratiques, malheureusement, n'est pas suffisant pour deux raisons. Parce que l'exemple des conventions citoyennes est un excellent exemple, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir l'espace démocratique, il y a tout un aspect pédagogique et d'éducation aussi qui est lié. Et je crois un des énormes problèmes de nos démocraties aujourd'hui, c'est qu'elles ne se sont pas accompagnées d'un niveau d'éducation suffisant pour permettre que le libre arbitre des gens soit instruit et constructif. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect d'éducation, et là, ça renvoie véritablement aux moyens de financement de toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la sécurité sociale, etc. Et donc à revoir pas seulement la distribution fiscale, comme je l'ai mentionné, mais véritablement tout le modèle économique. On a vraiment avant tout un problème économique, et je pense que on a évoqué les gilets jaunes, j'ai évoqué les tracteurs dans la rue de Bruxelles, on pourrait multiplier les exemples. Je pense que tout ce virage à droite vers des discours beaucoup plus simples et pour la plupart populistes provient en fait d'un sentiment de déclassement des classes moyennes qu'on a en Europe, qui relève exactement du même phénomène, je pense, que ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui génère le chaos aux États-Unis. Et donc, tant on ne retrouvera pas, je crois, des États qui sont vraiment perçus comme étant capables de délivrer les services sociaux tels qu'on les avait connus et qui étaient la promesse des démocraties libérales de l'après-guerre, je pense qu'on ne parviendra pas, y compris avec des nouveaux espaces démocratiques, à véritablement insuffler la direction que l'on doit prendre à la population. Et donc, je pense que c'est absolument essentiel de passer par le refinancement et par l'éducation. Voilà, c'est un petit peu en raccourci, mais ce seront mes derniers mots. Merci, merci Adèle, merci à tous les trois. Donc je vous rappelle que la séance suivante aura lieu le 2 avril, même heure, 13 heures, toujours en ligne, et portera sur la politique commerciale européenne et sa cohérence avec les objectifs climatiques et autres. Et ensuite, le 30 avril, nous allons reparler de l'industrie, parce que nous avons beaucoup évoqué aujourd'hui. C'est évidemment intimement lié à la question énergétique. Nous avons bien pointé la gravité des enjeux, la gravité de la situation actuelle.
Nous avons aussi injecté dans le débat quelques pistes, au moins quelques pistes pour aller plus loin. Et les intéressés peuvent sans doute se référer à la fois enfin, à vos productions respectives, au rapport de l'Institut Jacques Delors, enfin, pas le dernier numéro, mais un numéro précédent de l'économie politique qui a déjà parlé de la transition énergétique, où nous avons abordé aussi le mix énergétique et les questions que se pose la France aujourd'hui avec le nucléaire et tout le reste. Mais c'est un autre débat. Donc, merci beaucoup à vous trois. Je vous donne rendez-vous à tous le 2 avril. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.